Pourquoi les êtres humains tirent-ils si souvent des conclusions hâtives? Est-ce la quête d'efficacité? Un mécanisme de défense? Ou la rapidité est-elle synonyme de sécurité? Dans le silence solennel des tribunaux, cette impulsion est mise à l'épreuve comme nulle part ailleurs. Ici, une décision hâtive ne met pas seulement fin à un débat, elle peut mettre fin à une vie. Nous sommes sur le point d'entrer dans une telle pièce. Une petite pièce confinée, le jour le plus chaud de l'année, où l'air est épais de préjugés non dits et du fardeau écrasant d'un verdict. Imaginez 12 étrangers, arrachés à leur quotidien et enfermés dans cette pièce. Ce ne sont pas des avocats ou des juges. Ce sont des vendeurs, des architectes, des horlogers et des ouvriers. Et ils sont contraints de décider du sort d'un garçon. Un jeune homme des quartiers pauvres est accusé d'avoir assassiné son père. S'il le déclare coupable, la peine est obligatoire, la mort. Le procès est terminé. Les preuves ont été présentées. La porte est verrouillée. Leur tâche semble simple, presque une formalité. L'affaire, telle que présentée par le procureur, semble limpide. La défense a été terne, l'histoire de l'accusé fragile. Pour la plupart des hommes dans la pièce, la conclusion est évidente. Ils veulent en finir rapidement, retourner à leur vie, échapper à la chaleur étouffante. La pièce commence par un vote préliminaire, un rapide sondage pour voir où tout le monde en est. Il est censé être unanime, un simple lever de main. Le compte est fait. 11 votes pour coupable, et un juré solitaire qui vote non coupable. Non pas parce qu'il est sûr de l'innocence du garçon, mais parce qu'il n'est pas sûr de sa culpabilité. Il pense qu'une vie vaut au moins 1 heure de discussion. Il demande pourquoi. La pièce explose. La frustration déborde. Ces hommes avaient une issue rapide, et maintenant un homme leur barre la route. Ils le pressent, ils le narguent, ils remettent en question ses motivations. Mais le juré numéro 8 tient bon. Il veut juste parler. Il veut examiner le fondement de leur certitude. Alors il commence petit à petit. Il commence par l'arme du crime, un cran d'arrêt que le vendeur a décrit comme unique, un pilier clé de l'accusation. Si le couteau est unique, il doit appartenir à l'accusé. Jusqu'à ce que quelqu'un révèle la vérité. Il l'avait acheté dans un prêteur sur gage, près du garçon quelques nuits auparavant. Il n'est pas unique. Il est juste inhabituel. La première fissure apparaît dans l'affaire monolithique. Une graine de doute est semée. C'est une petite chose, mais c'est suffisant pour convaincre un autre juré, le vieux juré 9, de changer son vote. Il veut en savoir plus. Les votes sont maintenant de 10 contre 2. Les délibérations doivent se poursuivre. Ensuite, il se tourne vers les témoins. L'argumentation du procureur repose sur 2 témoignages importants. Le premier vient d'un vieil homme qui vivait dans l'appartement juste en dessous de la victime. Il a témoigné avoir entendu le garçon crier « Je vais te tuer », suivi du bruit d'un corps tombant au sol. Il a ensuite affirmé qu'il, ou plutôt, aussi vite qu'il le pouvait, avait marché jusqu'à sa porte d'entrée en seulement 15 secondes et l'avait ouverte à temps pour voir le garçon s'enfuir dans les escaliers. Le juré numéro 8 remet en question la chronologie. Le vieil homme avait eu une attaque et traînait la jambe. Est-il possible pour lui de marcher de son lit à sa porte d'entrée en seulement 15 secondes, une distance d'environ 17 mètres? Les jurés décident de reconstituer la scène. En utilisant les dimensions de la salle de délibération comme référence, ils mesurent le temps de marche. Cela prend plus de 40 secondes. Le vieil homme n'aurait pas pu voir le garçon. Il n'aurait pu que supposer que c'était lui. De plus, un train de métro aérien passait devant l'immeuble précisément au moment du meurtre. Le vieil homme en a lui-même témoigné. Aurait-il vraiment pu entendre le garçon crier « Je vais te tuer » par-dessus le bruit assourdissant du train? Le doute grandit. Un autre vote est organisé. Plusieurs jurés ont changé d'avis. Maintenant, le deuxième témoin important. Une femme qui vivait de l'autre côté de la rue. Elle a témoigné avoir vu le meurtre se produire à travers les fenêtres d'un train de métro en passant. Elle était au lit, essayant de dormir quand elle a regardé par la fenêtre et a vu le coup de couteau. Les jurés discutent de la logistique, la vitesse du train, l'obscurité de la nuit. Mais c'est un petit détail personnel que le juré 9, observateur, remarque et qui fait vaciller son témoignage. Il souligne qu'un des autres jurés, le juré 4, frotte les marques sur les côtés de son nez, là où les lunettes se posent habituellement. Une habitude chez quelqu'un qui porte des lunettes. Il demande au juré 4 s'il porte des lunettes quand il dort. Il ne le fait pas.
Personne ne le fait. Le témoin avait les mêmes marques sur le nez. Il est fort peu probable qu'elle portait des lunettes au lit. Aurait-elle vraiment pu voir les détails d'un meurtre, la nuit, à travers les fenêtres d'un train en mouvement, sans ses lunettes? Ce n'est pas impossible, mais c'est certainement douteux. À mesure que les preuves s'effondrent, les hommes s'effondrent aussi. Ce qui suit est une leçon magistrale d'argumentation, un choc brut et instinctif des personnalités. Les tensions s'enflamment, la logique froide contre les préjugés ardents, les faits contre les suppositions. La pièce claustrophobe devient une cocotte minute pour leur propre fardeau. Le juré numéro 3, un homme agressif et dominateur, révèle que sa colère provient d'une séparation douloureuse avec son propre fils. Il projette cette blessure personnelle sur l'accusé, ne voyant pas un étranger dans la salle d'audience, mais son propre enfant rebelle. Son désir d'un verdict n'est pas une question de justice, mais de vengeance personnelle. Le juré numéro 10 révèle un préjugé profond et répugnant, tenant un monologue venimeux contre les habitants du quartier de l'accusé. Ces préjugés sont si flagrants, si répugnants, que les autres jurés, quel que soit leur vote, lui tournent le dos avec dégoût. Ces arguments s'avèrent ne pas être fondés sur des faits, mais sur la haine. Les alliances changent, les secrets remontent à la surface, et l'histoire de chaque juré colore son argumentation. Le groupe examine même le type de blessure par coup de couteau. La victime, un homme de grande taille, a été poignardé avec un angle descendant. L'accusé est considérablement plus petit. Un combattant au couteau expérimenté, ce que le garçon était censé être, utiliserait un cran d'arrêt avec un mouvement de revers, poignardant vers le haut. La blessure ne correspond pas au profil. Et qu'en est-il de la prétendue menace du garçon ? « Je vais te tuer !» Dans un moment de tension extrême, le juré numéro 3, colérique, crie exactement les mêmes mots au juré numéro 8. Le point est fait avec une clarté effrayante. C'est une expression courante, criée dans la colère et souvent sans conséquence. Petit à petit, la certitude se dissout. L'affaire autrefois si solide a été démantelée par des questions minutieuses et une volonté d'examiner de plus près. La dynamique a irrémédiablement changé. Les jurés qui s'accrochaient à un verdict se retrouvent de plus en plus isolés, leurs arguments révélés comme émotionnels, préconçus ou simplement erronés. Le fardeau de la preuve n'est pas rempli. Le doute raisonnable grandit, non pas comme un feu de brousse, mais comme un feu qui couve lentement, dévorant chaque dernier vestige de certitude. Finalement, le vote est repris. 11 contre 1. Mais cette fois, c'est 11 pour non coupable. Le dernier récalcitrant est maintenant le juré numéro 3, le père en colère, piégé dans sa propre rage et sa douleur. Il se débat, il tempête, mais ses arguments sont creux. Il regarde une photo de son fils Estrange, la déchire en morceaux et finit par céder, brisé. Non coupable. La tension retombe. La pièce exhale un soupir collectif. Dehors, l'orage qui menaçait toute la journée éclate enfin, la pluie purifiant la ville. Le président prononce le verdict. Les hommes rangent leurs affaires. Plus une jury, mais à nouveau 12 étrangers. Ils quittent la pièce, évitant le contact visuel, à jamais lié par les preuves et à jamais changé par elles. En fin de compte, la salle ne juge pas seulement l'accusé, elle juge les préjugés. Elle a contre-interrogé l'apathie. Elle a jugé ses propres hypothèses. L'histoire de 12 hommes en colère n'est pas seulement un simple drame judiciaire, mais un témoignage profond du devoir civique. Elle nous rappelle que la justice n'est pas un produit, mais un processus. Elle exige du courage, de l'empathie et l'humilité intellectuelle de remettre en question ce qui semble certain. Elle nous rappelle que parfois, l'acte le plus courageux est de se tenir seul et de poser une simple question. Sommes-nous certains ?